Imaginez, vous avez 20 ans, vous êtes dans une péniche de débarquement. Autour de vous, des visages anxieux, déterminés, pâles. L'odeur est pestilentielle. Plusieurs de vos camarades victimes de la houle ont rendu le dernier repas servi avant d'embarquer. Les croyants prient, d'autres se contentent de regarder dans le vide, et certains se concentrent sur des photos de leur famille, si loin. Et le moment arrive. Vous sentez une secousse, la boule au ventre, vous comprenez. Comme à l'entraînement, le pont de débarquement se déploie et vous courez vers la terre ferme. Vers la guerre, vers Utah Beach. Nous sommes le 6 juin 1944. De toutes les plages du débarquement, il nous semblait important de parler d'Utah Beach, pour la simple raison qu'elle est sous-représentée par rapport à Omaha Beach. Avant de commencer, un peu de contexte. Remontons à la fin de l'année 1943. L'Allemagne nazie est en pleine débâcle à l'est face aux soviétiques. Toute l'Afrique du Nord ainsi que le sud de l'Italie sont désormais aux mains des Britanniques et Américains. Les trois alliés décident de se réunir à Téhéran, dans l'actuel Iran, afin de décider quelle sera la marche à suivre pour la suite du conflit. Staline met la pression sur Roosevelt et Churchill afin d'ouvrir un second front à l'ouest. Les Occidentaux concèdent et c'est ainsi que naît l'opération Neptune, le débarquement allié en Europe de l'Ouest. La question maintenant est la suivante. Où débarquer ? Les forces alliées sont regroupées en Grande-Bretagne. Géographiquement, le point le plus proche est la ville de Calais. Cependant, les Allemands ont largement fortifié cette ville côtière. Les Alliés se tournent alors vers la Normandie et planifient un débarquement pour le mois de mai 1944. La météo étant peu favorable, les Alliés décidèrent de reprogrammer le débarquement pour le mois de juin. Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, décide la date du 5 juin. Le débarquement sera encore une fois repoussé à cause du mauvais temps et aura lieu du 5 au 6 juin 1944. Utah est la zone de débarquement la plus à l'ouest de l'opération Neptune, au nord-est du Cotentin. L'objectif pour la 4e division d'infanterie américaine est de capturer la plage afin de créer une tête de pont, une sorte de ligne de soutien, et ainsi de faciliter le débarquement du reste des forces alliées. On donne la tâche au général Barton de mener à bien le débarquement de cette zone. Il sera secondé par Theodore Roosevelt Jr. Du côté allemand, en décembre 1943, c'est Erwin Rommel qui est chargé par Hitler de contrôler le mur de l'Atlantique, un système de fortification défensive allant du nord de la Norvège aux Pyrénées, et qui de ce fait passe par la Normandie. Cette décision est due à la recrudescence d'informations confirmant la volonté des Alliés d'ouvrir un front occidental. Rommel remet son rapport alarmiste au chancelier. Il prend sur lui pour renforcer les défenses navales. Pour Rommel, il faut impérativement empêcher les Alliés de sortir des plages. Les dunes seront truffées de mitrailleuses et l'arrière-pays, sur les hauteurs, sera équipé de batteries lourdes. Rommel a un autre problème. Il n'a pas directement le contrôle des divisions de Panzer. Elles ne peuvent être déplacées que sous l'ordre d'Hitler. Une erreur qui sera fatale pour les forces du Troisième Reich dans les premières heures de l'invasion. Également, la météo est peu propice à un débarquement, ce qui fait penser à Rommel qu'il est peu probable d'avoir une invasion le soir du 5 au 6 juin. Fort de ce constat, il décide de retourner en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme, ce qui laisse les forces allemandes présentes sur la côte sans leur général Feldmarschall. Dans la nuit, ce sont les parachutistes de la 101e et de la 82e qui atterrissent dans le secteur de 40 ans et de Sainte-Mère-Église. L'opération est difficile du fait qu'ils atterrissent dans des marécages où beaucoup se noieront ou seront pris par surprise par des patrouilles allemandes, soit en plein dans le centre-ville de Sainte-Mère-Église qui est truffé de troupes de la Wehrmacht. Ce moment de la Seconde Guerre mondiale sera un véritable massacre et sera immortalisé par les fusils du soldat John Steele qui restera accroché sur le clocher de la ville jusqu'au petit matin. Pour réaliser cette vidéo, nous nous sommes rendus en Normandie, sur les lieux historiques afin de comprendre ce qui s'est passé ici. Alors là, nous sommes ici à Utah Beach, au monument US Navy. Je vous ai emmené ici parce qu'on a une superbe vue sur la plage. Vous pouvez quasiment voir toute la plage du débarquement. Ici, tout autour de moi, il y a des monuments qui sont érigés en mémoire des soldats américains qui ont débarqué ici. On peut même voir encore aujourd'hui des bunkers allemands qui sont quasiment intacts. Il y a également le musée qui se trouve juste là, qui parle de toutes ces opérations, mais on y reviendra plus tard. Alors pour faire cette vidéo, nous avons eu la chance de rencontrer Jérémy Andersenbo qui va répondre à nos questions.
Donc salut Jérémy, présente-toi du coup en quelques mots. Jérémy, 33 ans, donc passionné de la Seconde Guerre mondiale depuis que je suis adolescent, et plus particulièrement sur la 4e division depuis maintenant plus de 15 ans, entre 15, on va dire 15-17 ans. Et spécialisé sur cette division, que ce soit collection, histoire et... Lors de l'invasion de la Normandie. Alors Utah Beach, il faut savoir que sur l'opération Overlord, c'est une plage qui a été rajoutée au dernier moment. L'objectif principal pour les forces alliées, niveau ravitaillement et niveau de la prise de la Manche, est d'avoir un port en eau profonde. Donc l'objectif principal c'est Cherbourg, et ça l'a toujours été. Le problème c'est que quand on a la typologie du terrain, donc Omaha Beach, Cherbourg, il y a la ville clé de 40 ans entre les deux, il y a la baie d'Evey, il y a énormément d'obstacles naturels, et comme l'objectif c'est de prendre un port en eau profonde le plus vite possible, on rajoute au dernier moment Utah Beach au plus proche de de l'objectif qui est le port. Donc ça va être échoué, ça va être une mission qui va être donnée au 7e corps, donc du général Collins. Et le général Collins, lui, dispose pour lui, donc il a 3 divisions d'infanterie et des moyens, on va appeler aussi des moyens de l'US Navy, des moyens de l'Air Force, donc il va avoir la Task Force U du général Moon, et va avoir également du soutien aérien et la mission de parachutiste pour cette mission qui va être primordiale pour la tête de pont, d'avoir ce port pour les denrées vitales, donc les munitions, les armes et surtout de la nourriture, du carburant. Il faut absolument ça pour une armée au combat. Alors logistiquement parlant, à quoi ça pouvait ressembler? En chiffres, en masse? Alors Utah Beach, on est sur un secteur de plage qui est 2 fois moins large qu'Omaha. Omaha, vous avez 2 divisions d'infanterie, donc plus de 40-50 000 hommes qui débarquent. La plage Utah est toute petite. C'est-à-dire que Collins doit sélectionner une division. Il a 2 choix. Donc il a soit la 28e division, soit la 4e division, qui ont tous deux fait des exercices de débarquement aux États-Unis, donc ils savent déjà ce que c'est, et qui ont fait également des exercices de débarquement grandeur nature. On connaît tristement célèbre l'opération Tiger en avril 1944, où les vedettes de Cherbourg ont torpillé et tué des centaines de GI. Et le choix, vraisemblablement, ce serait Bradley qui sélectionne donc la 4e division. Donc la 4e division, on est avec les unités rattachées sur du 25 000 hommes. 25 000 hommes donc pour cette tête de pont. Ils ne vont pas être seuls, hein. Ils vont avoir des unités de génie qui vont les épauler. Ils vont avoir des chars également, donc le 70e Tank Bataillon, avec des Sherman amphibies, donc les fameux Sherman Duplex Drive, les Duck, qui vont débarquer dès le plus vite possible. Donc les premiers vont toucher le sable à 7h45, donc très rapidement après les premières troupes. Et vous avez également, ce qui est moins connu, on a une unité de la 90e division d'infanterie, un bataillon qui est rattaché à la 4e division et qui débarquera en même temps. Côté américain, Theodore Roosevelt Jr., fils de l'ex-président américain du même nom et cousin éloigné de Franklin D. Roosevelt, subit un traitement de faveur, en tant que fils d'un ancien président, mais aussi parce qu'il souffre d'arthrite. Et de ce fait, il ne devait pas participer au débarquement. Il insistera auprès de Barton dans une lettre. Les hommes qui ont pris l'habitude de me voir à leur côté tout au long de leur entraînement sont en droit d'attendre qu'il en soit de même lors de cette opération. Theodore Roosevelt Jr. sera le plus haut gradé à débarquer aux côtés de ces hommes le 6 juin. Pourquoi peut-on dire que le débarquement d'Utah Beach est-il considéré comme réussi? Alors, par rapport aux autres plages, Utah Beach, ça se passe très rapidement. Le succès vient surtout, c'est que les frappes de la Navy, donc tout le bombardement naval, a touché sa cible. Ensuite, le bombardement aérien de l'Air Force, contrairement aux autres plages où il a été fait perpendiculaire à la plage, ici ils l'ont fait en parallèle, donc c'est-à-dire que toutes les bombes ont atteint leur cible. On a également une erreur qui va être bénéfique pour la flotte de débarquement. La plage d'Utah Beach actuelle, la plage de la Madeleine, n'est pas la plage qui a été choisie. La vraie plage se trouve à près de 2 km de là, et la flotte a débarqué, et le heureux hasard a trouvé que la plage du coup était moins bien défendue. Il y a moins de bunkers, et vous vous trouvez également en limite de portée et en limite d'angle des 2 batteries allemandes qui sont la batterie d'Asville et la batterie de Kriesbeck, se trouvent vraiment en limite de portée, et ça a fait que le nombre de victimes a été
plus facilement mesurable. Deuxième point positif, le général Theodore Roosevelt, expert en débarquement, lui a débarqué déjà en Afrique du Nord, a débarqué en Sicile et en Italie, se trouve avec les premières vagues et va prendre des décisions assez cruciales par rapport à ce cafouillage. Les autres officiers, ils n'ont jamais fait de débarquement. La 4e division, il ne faut pas oublier que c'est une division de bleus. Ils n'ont jamais eu d'expérience du combat. Et même tous les chefs de corps, les colonels, les généraux, à part Theodore Roosevelt, personne n'a jamais débarqué. Face à ça, vous avez également une défense allemande qui est assez faible. Face à toute une division, à la débauche de moyens américaine, vous avez uniquement quelques régiments de grenadiers, qui sont des régiments allemands de territoriaux. La moyenne d'âge de ces unités, c'est plus de 50 ans. Ils ont des armes de prise, ils ont du matériel français de 1940, ils ont des armes italiennes. Ils ont peu de moyens. Donc tout ça, mis ensemble, fait que le débarquement va être très rapidement un succès. Sur vraiment la 4e division en elle-même, le 8e régiment qui, lui, atteint ses objectifs, il atteint la RN 13, donc entre Sainte-Mère-Église et 40 ans. Le 12e régiment, lui, va plus péniblement réussir à avancer, et on a juste un régiment qui est tenu en échec par les Allemands, qui lui ne peut pas approcher des batteries de Crisbeck et des batteries d'Asville, qui doit déjà prendre dès le 6 juin. Donc c'est le seul vraiment point noir qu'il y a sur cette invasion sur Utah Beach. Le chemin de la 4e division américaine ne s'arrête pas là. Ils participeront à la prise du port de Cherbourg et à l'opération Cobra, qui permettra aux forces alliées de faciliter l'avancée vers Paris. La 4e division participera, aux côtés de la 2e DB du général Leclerc, à la libération de Paris. Theodore Roosevelt Jr. malheureusement ne connaîtra pas la fin de la guerre. Il mourra d'une crise cardiaque le 12 juillet 1944. Il sera décoré à titre posthume de la Medal of Honor et sera inhumé au cimetière américain de Colville-sur-Mer aux côtés de son frère Quentin, tué lors du premier conflit mondial. Aujourd'hui, dans la Manche, il reste encore de nombreux vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Si vous êtes passionné ou simplement curieux, nous vous invitons à venir ici constater les stigmates de cette période, et ainsi mieux comprendre encore les événements qui se sont déroulés dans la région. Vétérans, on va dire tout belligérant parlant, moi les rencontres les plus fortes ça aurait été avec des SAS français. Donc ça n'a rien à voir avec la Normandie, mais les SAS français, des troupes d'élite vraiment, où on nous a raconté des témoignages assez poignants vis-à-vis des civils français. Et pas mal de choses très difficiles pour eux, notamment des exécutions vécues de près ou de loin que les Allemands ont pu faire, des exécutions de miliciens, et après des montées en violence et pas mal de choses très difficiles pour eux de raconter, et on sent que dans leurs yeux, ils le vivent toujours, et c'est une certaine émotion quand même. Et pour finir cette vidéo, on vous emmène au musée de Utah Beach pour vous en faire découvrir davantage. Donc aujourd'hui en fait on a eu la chance d'être accueillis dans le musée de Utah Beach, voilà. Donc là je me trouve en fait juste en face d'un des derniers B-26 maraudeurs qui a participé aux opérations de Utah Beach. Donc ce B-26 c'est un des derniers qui existe actuellement dans le monde. C'est avec ce type d'avion justement que les plages de débarquement, notamment Utah Beach, ont été bombardées avant l'arrivée des troupes. Essentiellement sur les opérations qui ont pu tourner autour de la plage d'Utah Beach. Donc vous avez une partie effectivement sur l'occupation, une partie sur les forces aériennes, les forces navales, les forces terrestres. Tout ce qui a pu se passer lors du débarquement sur Utah Beach. Donc c'est une des meilleures collections que vous avez sur la Seconde Guerre mondiale en Normandie. C'est même peut-être une des plus spécialisées par rapport au débarquement sur les opérations de Utah Beach. Donc voilà, on les remercie encore, merci à eux. Merci d'avoir regardé cette première vidéo.